Magali, vous nous avez rejoint au sujet de malentendus entre les deux pays. Effectivement, on évoquait avec Patrick que ça durait depuis un certain nombre d'années. On voit bien que ce fameux couple franco-allemand, selon l'expression consacrée, depuis 2 ans, il a souffert jusqu'à prendre donc ce sérieux coup dans l'aile. Oui, et on va être direct, entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, finalement, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Alors c'est vrai qu'il y a les sourires devant les caméras à chaque fois. On voit, il y a des moments complices, comme ici, par exemple, à Hambourg. Mais ça, c'est devant les caméras parce qu'en fait, les deux hommes ne s'entendent pas, ils sont extrêmement différents l'un de l'autre. Mais ce qui est plus grave, c'est que leurs politiques divergent. Depuis le début de la guerre, le couple franco-allemand est d'accord sur à peu près rien. Voilà. Donc je vous le disais, on est direct, les deux capitales multiplient les désaccords stratégiques. Alors il y a quand même Stéphane Séjourné qui s'est voulu rassurant, que ce soit ce week-end dans Le Monde ou hier sur notre antenne. Voilà ce qu'il disait, le ministre des Affaires étrangères. Il n'y a pas de clash franco-allemand. Nous sommes d'accord sur 80% des sujets. Alors très bien, le problème c'est que les 20% restants, eh bien, c'est l'essentiel. Paris et Berlin ne sont pas d'accord sur l'économie, le marché de l'énergie, sur le nucléaire, sur le projet de bouclier antimissile allemand, sur la livraison d'armes à l'Ukraine, bien évidemment, puisqu'à chaque fois, il a fallu forcer la main d'Olaf Scholz, encore aujourd'hui, puisqu'il refuse toujours de livrer ses missiles longue portée Taurus. La crise avait atteint un pic à l'automne 2022. On en avait parlé, souvenez-vous, puisqu'un sommet franco-allemand avait à l'époque été annulé. Et puis, 2 mois plus tard, on avait cru à une réconciliation lors des 60 ans de cette relation franco-allemande. C'était en janvier 2023. Le couple avait été relancé. Des accords sur plusieurs dossiers avaient été trouvés. Ça a duré 1 an. Et puis, début janvier 2024, Paris n'a pas compris les critiques d'un coup d'Olaf Scholz sur les Européens qui n'en font pas assez sur l'Ukraine. Comprenez ? La France, Emmanuel Macron, avait été furieux, mais il n'y avait pas eu de conséquences immédiates jusqu'à la semaine dernière, donc, et la conférence de Paris. Et là, c'est le clash. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, beaucoup autour de cette table disaient « Nous allons proposer des sacs de couchage et des casques ». J'ai connu un monde où l'Allemagne et la France se mettaient d'accord pour convaincre les frugaux. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. Voilà, alors est-ce que lâche, il visait l'Allemagne ou pas ? A priori, oui, à chaque fois, visiblement, c'est Berlin qui était visé dans les mots d'Emmanuel Macron, ce qui fait dire à Jean Quatremer, regardez, dans Libération, jamais un président de la République française n'avait taclé publiquement un chancelier allemand, et désormais c'est fait. Et désormais c'est fait, et regardez les réactions de la presse allemande notamment. Alors je vous le dis tout de suite, le Spiegel parle de bataille d'ego, comme ça c'est fait. Le Bild, il dit c'est le début d'une dangereuse période glaciaire. Le principal moteur de l'Europe, depuis des décennies, la réponse standard de tout diplomate européen est le moteur franco-allemand. Ça fonctionne rarement comme sur des roulettes, mais il a rarement été aussi malmené qu'aujourd'hui. Autre journal, le Frankfurter Zeitung. Au Kremlin, on fait probablement sauter les bouchons de champagne de Crimée. Macron et Scholz, malgré des tempéraments et des traditions politiques différentes dans leurs pays respectifs, doivent enfin se rassembler s'ils veulent arrêter Poutine. Ça, c'est ce que dit toujours ce journal. Celui-ci pourrait croire sinon qu'il n'a vu ces derniers jours que 2 tigres de papier qui se battent plus entre eux que contre lui. Objectivement général, c'est pas faux. À un moment, on finit par se demander effectivement si c'est pas un problème personnel entre eux. Alors, il y a peut-être un problème personnel, c'est ce qui vient d'être montré, mais je crois aussi qu'il y a la volonté de se positionner comme leader européen au sein de l'Europe, justement, entre Scholz et Macron, de part et d'autre. C'est le leadership qui est mis en avant. Ensuite, je pense que c'est des questions de politique intérieure de part et d'autre. Il n'est pas certain que toute la population allemande soit tout à fait favorable à l'exportation de Taurus en Ukraine. C'est aussi en France, on a aussi une opposition qui existe. Bon, d'un autre côté, moi, je vois quand même que le président Macron, pour moi, a dit les choses qu'il fallait dire. C'est-à-dire que non pas d'envoyer des troupes, non pas que les autres forcément étaient lâches, mais dire en gros, l'armée ukrainienne est en difficulté aujourd'hui, sur le terrain, c'est une réalité. Oui, mais jamais... Encore une fois, maintenant qu'on a dit ça, on fait quoi ? On n'arrête pas de nous dire que collectivement, on a envoyé tout ce qu'on pouvait envoyer. Alors justement, là, après, il y a la suite. C'est-à-dire que si ce qu'on a envoyé ou ce qu'on a promis d'envoyer n'est pas sur le terrain à temps et que l'armée ukrainienne tombe et qu'on ne veut pas que la Russie gagne, qu'est-ce qu'on fait ? Et la question, elle est là. Et à un moment donné, si l'armée ukrainienne n'est plus capable de tenir, c'est soit on la laisse se débrouiller toute seule face à l'ennemi, soit il faut réfléchir à la responsabilité d'envoyer ou non des troupes sur le terrain. C'est ça la question. En fait, quand on parle de lâcheté, c'est accepter le prix du sang.
On ne peut pas en permanence dénoncer une agression, de dire qu'on va soutenir un allié et de ne pas aller jusqu'au bout finalement de cette alliance. Mais ça veut dire qu'il est en train de préparer, alors peut-être pas encore les opinions, mais au moins ses collègues leaders politiques? Oui, pour moi, il les met devant les responsabilités. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il va envoyer des troupes sur le terrain, il faut bien être très clair. C'est une hypothèse. Si l'Ukraine tombe ou est susceptible de tomber, avec tout ce qu'on a fait depuis 2 ans en disant qu'elle ne devait pas tomber et qu'on ne veut pas faire plus, hormis envoyer des soldats, qu'est-ce qu'on fait? Et je crois, ou pas forcément des soldats sur le terrain, même si c'est un peu ce qui a été évoqué, mais quelle est l'aide militaire concrète, physique, directe, qui montrerait notre totale alliance avec l'Ukraine? Je crois que c'est ça qu'il a voulu mettre sur la table. Il n'a pas pris, à mon avis, position, bien que le mot lâcheté ou le lâche pourrait être interprété un petit peu comme ça, mais c'est peut-être un peu pour provoquer. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas dire au bout de 2 ans de guerre, c'est ça l'arrêt, nous sommes à la 3e année, ça ne débouche pas. Et est-ce qu'on va supporter longtemps cette guerre sans aller jusqu'au bout de notre logique de soutien à l'Ukraine? Il a, selon vous, raison de prendre le risque de fracturer justement l'Europe en le disant de cette façon-là? Parce que vous avez beau dire je me suis mal exprimé, si votre interlocuteur l'a mal pris, c'est que vous vous êtes mal exprimé et donc le message n'est pas... Mais parfois, la franchise a un intérêt, c'est que ça met les cartes sur table et ça oblige chacun à prendre clairement position. D'accord. Et moi, ce que je vois... Parce qu'on l'a dit suffisamment, on en a encore discuté tout à l'heure, quand même, il me semble que le président Macron, au moins avec ce déploiement de force sur le terrain, qui est une hypothèse, il semblerait bien qu'il ait consulté ses alliés avant d'en parler, oui, apparemment, semble-t-il, c'est le cas, ouais. et qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une réaction complètement négative des alliés avec qui il en a parlé. Alors il y a une certaine forme d'hypocrisie, ou alors on s'est tous mis d'accord avant pour dire « je dis cela », et après, tout le monde pourra dire on ne le fait pas. Ouais. Et puis finalement, voilà, on a posé le problème. Et n'oublions pas que c'est aussi en direction de nos opinions publiques. Alors voilà. Je ne suis pas certain que Poutine soit l'objectif, mais que nous, nos opinions publiques soient l'objectif, sûrement. C'est la question que j'allais vous poser, Catherine, parce qu'il ne faut pas être naïf. Tout à l'heure, vous disiez il dramatise un peu. Oui, parce que je place le débat sur la scène internationale à quelques mois ou à quelques semaines des échéances européennes. On a vu ça en 2022 pour la présidentielle, par exemple. Ça peut lui permettre aussi de bien mettre le Rassemblement national dans un coin, les mettre un peu en porte-à-faux par rapport à ces actualités-là. Pour lui, c'est tout bénef, si j'ose dire. Oui, c'est un double coup, en fait. C'est qu'à la fois, il met les alliés européens face à une question qu'on ne peut plus éluder, et puis aussi, évidemment, ses opposants politiques, au premier rang desquels l'extrême droite et l'extrême gauche, qu'on a suffisamment souvent accusés d'avoir des amitiés russes peut-être un peu trop développées. Mais la question suivante, que personne n'a encore posée, mais que peut-être certains vont finir par poser, c'est si en effet on n'a pas suffisamment d'armement, si les Ukrainiens n'ont plus assez d'hommes pour se battre, enfin bref, tout ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est quoi? On accepte l'idée d'une négociation avec la Russie? Parce que c'est ça, en fait, la vraie question qu'il pose, Emmanuel Macron, je pense. Une fois qu'il a tapé un grand coup sur la table, c'est OK, si on n'envoie pas de force, à un moment ou à un autre, si c'est nécessaire, la seule alternative, c'est négocier avec les Russes. En fait, ce qu'il dit, c'est ça fait 2 ans, il faut que ça bouge d'un côté comme de l'autre. Exactement. Et alors, on sait que les Américains parlent avec les Russes, là. Ouais. Et ils ont même assez avancé dans les discussions. Ah oui. Oui, absolument. Donc, c'est aussi pour ça. Je pense qu'Emmanuel Macron a mis les pieds dans le plat, parce que c'est soit on augmente, et on va plus fort, plus loin, etc., ou alors, en effet l'alternative, c'est négocier avec les Russes. Que veulent faire les 27 ? Que veulent faire les Américains ? Maintenant, si on repousse l'idée d'envoyer des troupes à un moment ou à un autre, on parle avec les Russes. À quelles conditions ? Qu'est-ce qu'il y a dans la corbeille ? Qui va être le plus en position de force ? Parce que s'il monte la pression aussi comme ça, Emmanuel Macron, c'est aussi pour donner une impression de force et pas d'être soumis au poids de l'histoire et de la réalité sur le terrain. C'est-à-dire que si on doit un jour négocier avec les Russes, il ne s'agit pas d'arriver en disant bon bah les gars, effectivement, on n'a plus grand-chose, donc qu'est-ce que vous suggérez ? De ne pas être sorti des négociations par les Américains. En plus, il faut arriver en disant bon bah écoutez, nous on est prêts à envoyer du monde, donc ce sera une escalade dont personne ne peut connaître l'issue. Maintenant, on fait quoi ? Et à ce moment-là, on rétablit le rapport de force face aux Russes. Je pense que c'est là qu'est le calcul ultime d'Emmanuel Macron.